Coucou, bienvenue dans l'émission de OG Media. Devine quoi, j'étais l'heureuse invitée de ce numéro. Moi, c'est Khadija Tissotina. Je suis comédienne, humoriste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commente, on like, on s'abonne pour aider cette émission-là qui met en avant les jeunes talents comme moi. Likez. Bienvenue dans cette interview de OG Media dédiée à Khadija Tissotina. Si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue dans le média qui met en avant la jeunesse dynamique et talentueuse. Alors, Khadi ou Khadija, lequel tu préfères? Khadi. D'accord. Tu es lauréat du concours Mon Premier Montreux 2023 et grâce à ton sketch sur les Apuchou. Et tu dis dans une interview accordée à TV5, si je ne me trompe pas, que c'est un rêve qui se réalise un peu plus tôt. Alors, de quel rêve il s'agit et toi, tu l'espérais se réaliser à quel moment? Mon rêve d'être sur la scène mythique du Montreux qui s'est réalisé un peu plus tôt parce que je suis à ma deuxième année en matière de stand-up. Je suis encore à mes débuts. Donc, je prévoyais quand même jouer sur cette scène-là, mais pas de si tôt. Donc du coup, c'est un rêve qui s'est réalisé un peu plus tôt que prévu. D'accord, on dirait un démarrage en trombe. Voilà. Exactement. Alors, présente-toi en 10 secondes pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors moi, c'est Khadija Tissotina. Je suis comédienne, humoriste. Je suis béninoise et j'ai 23 ans. Alors, dis-nous, qui est réellement Khadija? Qui est le personnage derrière Khadija? Alors, Khadija, je vais dire que c'est une personne assez timide, assez, pas vraiment timide, mais un peu timide, réservée, qui n'a pas vraiment d'amis et donc du coup qui est tout le temps un peu seule. J'aime beaucoup ma solitude. À part ça, j'ai comme passion la lecture et donc je me laisse aller dans ça. Mon passe-temps, c'est beaucoup plus ça, la lecture, la musique et tout. Donc voilà, c'est un peu moi. Mais à un moment donné, la célébrité va t'obliger à avoir des amis, ou tu penses pas? Forcément, même pour pas des amis proches. Voilà. Et il y a aussi le fait que je n'aime pas... Si je pouvais être humoriste, talentueuse, travailler sans être vraiment célèbre, ça m'enchanterait. J'ai peur des cams sur moi tout le temps. J'ai peur du regard des gens quand je sors. Ça me met mal à l'aise. Mais bon, je n'ai pas trop le choix. J'espère que nous ne t'intimide pas. Non, ça peut aller. Alors, quand ton nom a été annoncé comme lauréate du concours, oui. Tu demandais à ton voisin de scène si c'était toi qu'on venait d'appeler. C'est bien ça, si tu as bonne mémoire. Alors, tu n'y croyais pas? Non. J'attendais d'entendre un nom, mais pas le mien en fait. Donc, même quand ils l'ont dit, je ne l'ai pas entendu. Et c'est quand il m'a touchée que je me suis retournée pour lui demander si c'est moi. Il a dit oui. L'année dernière, il y a eu un lauréat qui venait aussi du Bénin, Venance Chap, qui a été le gagnant de l'année passée. Donc, pour moi, c'est que j'allais participer pour acquérir en expérience et mieux me former pour revenir gagner. Parce que je me disais, c'est pas évident qu'on remette encore le prix à un Béninois. Exactement. Donc, j'allais dans l'optique de bien faire une prestation pour que, par hasard, si les membres du jury avaient besoin d'un humoriste, qu'ils pensent tout de suite à moi. Qu'ils se disaient, n'est pas mal, on peut faire avec. Mais je n'allais pas vraiment dans l'optique de gagner. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai été vraiment surprise quand mon nom a été dit ce jour-là. En tout cas, nous sommes heureux de ce que tu as pu faire. Merci Alors, beaucoup. le prix Montreux, mon premier Montreux, pardon, représente quoi pour toi aujourd'hui maintenant que tu l'as gagné? Maintenant que je suis l'heureuse élue, la gagnante, je vais dire que ça m'ouvre beaucoup de portes. J'ai acquis beaucoup d'opportunités. Beaucoup de personnes m'ont contacté. Des gens veulent travailler avec moi sur des projets, ce qui n'était pas le cas. Très peu de personnes s'intéressent à l'humour vraiment au Bénin. Maintenant, quand j'organise de petits spectacles, il y a beaucoup plus de personnes qu'avant. Donc, c'est vraiment un grand pas pour moi. Et je pense que mon premier Montreux m'a vraiment aidé dans ce sens-là à me révéler au pays, au monde, parce que je reçois même des contrats à l'extérieur. Ah bon? Oui, déjà. Donc, je pense que c'est un grand boost dans ma carrière. Ça vient tout changer. Ça vient changer le cours des choses et c'est vraiment satisfaisant.
D'accord. On espère qu'une fois à l'international et que tu seras célèbre, tu auras le temps de nous accorder une autre interview. C'est pas sûr. Ok. Tu as d'abord voulu être avocate. Oui. C'est toujours le cas? Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Non, ce n'est plus le cas. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait Oui, changer parce d'avis? qu'une chose est de rêver, mais une chose est de voir où tu peux aller dans la vie. Et il faut rester concentré. Au départ, je voulais être avocate et même mon père le voulait aussi parce que j'étais très studieuse à l'école. J'apprenais bien, je travaillais. Donc pour lui, c'est que tu vas être avocate et sortir la famille de l'auberge, quoi, là où ils sont, quoi. Donc j'étais l'espoir de la famille. Même je me plaisais bien. Voilà. Donc arrivé au campus, je voulais m'inscrire dans les trois, mais après j'ai dit non. Je vais faire peut-être l'anglais ou un truc basique. Le temps de chercher assez de sous et faire une vraie formation en matière de juridiction. Je ne voulais pas faire n'importe quelle formation. Donc, au fil du temps, je n'allais plus trop aux cours. J'allais beaucoup plus aux répétitions en ce qui concerne le théâtre, le cinéma, qu'aux cours. Donc finalement, j'ai banalisé les cours, même si je passais. Je n'ai plus fait la juridiction. Et finalement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu le goût. Je me sentais beaucoup plus mieux dans l'art que dans les études. Bon, pas dans les études, mais que dans ma vision d'être avocate. Donc c'est comme ça, c'est venu finalement au fil du temps, j'ai complètement oublié. Et je ne pense plus me mettre dans cette ça. histoire. Non. D'accord. Du coup, ça me permet de faire la transition sur la question suivante. En dehors de l'humour, tu fais quoi dans la vie? En dehors de l'humour, déjà je suis comédienne, donc je suis au cinéma tout le temps. Donc en dehors de l'humour, je suis chargée de communication dans une ONG de la place. Je fais un peu de commerce également. Je vends un peu de tout. Donc à part ça, je suis aussi enseignante. Ouais, enseignante, voilà. Donc voilà un peu ce que je fais. Par curiosité, enseignante dans quoi? J'enseigne le théâtre. C'est toujours ça. Tout tourne toujours autour du théâtre. Ok, c'est intéressant. Alors, quand on fait une rétrospective, quel est l'élément qui t'a poussé à rentrer dans l'humour en fait? Parce que j'imagine qu'il y a un élément déclencheur. Déclencheur, exactement. Pour commencer l'humour, déjà, je n'étais pas trop intéressée. Je n'ai jamais rêvé d'être humoriste. Mais pendant les cours à l'école, j'adorais quand le prof ne venait pas au cours. Ça me permettait de faire ma petite scène chaque fois que le prof n'était pas là. Et on s'y plaisait bien. Donc, à chaque fois que le prof n'était pas là, je me mettais devant les gens, je créais un petit truc et tout le monde rigolait. Il y avait même des camarades qui ne connaissaient pas mon nom parce qu'on m'appelait tout le temps comédienne. Même les profs aussi m'appelaient comme ça. Et il y a beaucoup de profs qui m'ont dit, après le bac, tu peux t'orienter dans ça et tout, ça va bien t'aller et tout. Mais jusque-là, je ne me voyais pas en tant que comédienne et tout. Pendant les répétitions, après mon bac, où on allait pour le cinéma et tout, j'amusais toujours la galerie. Donc, un jour, un ami à moi qui est déjà humoriste, Germain Kayode, m'a appelé, il m'a dit, il y a un casting qui se fait, on veut des humoristes femmes, si tu viens, tu seras retenue. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me parles d'humour? À quel moment j'ai fait l'humour, tu m'as... Donc, il a dit, non, je pense que tu peux le faire, tu le fais tout le temps quand on est à la répétition. J'ai dit, mais là, on discute juste, je ne suis pas humoriste. Il dit, écris un truc, viens seulement, je sais que tu peux le faire. Donc, c'est comme ça que je me suis présentée au casting. Jusqu'à quelques minutes, je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire devant les gens. Mais j'étais là, assise pour voir comment ça se fait. Je me disais, si je vois comment les gens font, je pourrais inventer un petit truc. Et ce qui s'est passé, j'ai surfé sur le test des autres. J'ai pris des idées. Bon, je n'ai pas dit exactement ce qu'ils ont dit, mais c'est grâce à leurs idées que j'ai pu trouver un fil conducteur. Un fil conducteur, voilà. Et donc, pour ceux qui étaient professionnels de l'humour, le jury, par exemple, savait exactement ce que je faisais. Ils savaient que j'improvisais, que je racontais n'importe quoi. Mais c'était drôle. Donc, je pense que c'est ça qui m'a permis d'être retenue. Et c'est après ça, cette émission-là qu'on a faite, qui m'a permis de... J'ai commencé à m'y plaire. J'ai commencé à prendre goût à l'humour. Et j'ai commencé à écrire des textes que je montrais aux autres. Regardez avec moi, est-ce que ça allait d'être bien? Donc, tout le temps, je voulais m'améliorer. J'ai commencé à suivre des humoristes, suivre des spectacles et j'ai commencé à prendre goût à ça. Beaucoup plus qu'au cinéma. Donc, j'ai compris que c'est un truc dans lequel c'est un appel auquel il fallait répondre. Voilà. Alors, du coup, quand on reste toujours dans le contexte de la rétrospective, pour quelqu'un dont le père voulait ou les parents voulaient que tu sois avocate, comment ils accueillent cette idée?
Déjà, je suis d'une famille musulmane. Mon père est très fervent, ma mère également. Mais mon père est très ouvert d'esprit. N'empêche qu'au départ, il était vraiment contre. Et quand je parlais de répétition, il me disait, si je vois ton pied dehors, tu sauras qui je suis. Donc, ça paraissait comme ça. Mais après, quand je lui disais que j'avais des cours à réviser avec des camarades et tout, il me donnait même l'argent du ZEM. Mais moi, je savais où j'allais. Quand je sortais, je n'allais pas travailler. J'allais à mes répétitions, j'allais faire d'autres choses. Un jour, il m'a surpris au stade en train de répéter. Il m'a fait comme ça. Genre, je t'attends à la maison, quoi. Parce qu'il savait que ce n'était pas pour apprendre que j'étais là. Oui. Donc, quand je suis allée à la maison, je lui ai dit que non, qu'on fait, qu'il va voir maintenant que d'ici là, je vais percer. Il a dit, tu vas percer. On te parle les trucs là, ça n'avance pas dans ce pays. Hein? Pourquoi tu ne veux pas? Tu es mon aîné, il ne faut pas me mentir. Donc, il était beaucoup dans l'optique où je devais réussir. Oui. Mais ce n'est pas sûr que j'allais réussir par ce chemin-là. Exactement. Donc, je pense que c'est après Canal+, l'émission là, oui, qui a été diffusée sur les chaînes. Et tout le monde l'appelait, on a vu ta fille à la télé. Ah, je ne savais pas qu'elle faisait ça. Même il a suivi, il a dit, ah, mais que c'est bien. Ah, il informait sa famille, il informait tout le monde. Ah, tu sais ce que ma fille fait maintenant. Donc, c'était devenu une gloire pour lui. Exactement. Et plus il me voyait à la télé, plus il voyait mes vidéos sur le web, plus il a commencé à croire en ce que je faisais et tout. Et aujourd'hui, c'est lui qui me soutient le plus. Il est toujours assis au premier rang quand j'ai mes spectacles et tout. Donc, c'est mon plus grand soutien actuellement. Et j'imagine que ce soutien est très important pour toi. Vraiment important. Vraiment, très important. D'accord. Alors, femme humoriste, actuellement, ton entourage le perçoit comment? Parce qu'on est plus ou moins dans une société, je ne jette pas la pierre aux hommes, hein. On est dans une société plus ou moins, on se dit que okay, la femme devrait avoir son petit taf tranquille, aller revenir, s'occuper des enfants. Comment est-ce que ton entourage le perçoit? Déjà, je n'arrive pas à avoir du temps pour mes proches, des amis. Donc, du coup, c'est justement ce qui fait que je n'ai plus d'amis proches parce que tout le temps, je suis là. Non, je vais à la répétition. Non, j'ai un spectacle ce soir et tout. Oui. Donc, ça fait que je n'ai plus beaucoup d'amis. En dehors de ça, dans le domaine, beaucoup de personnes soit m'admirent, soit me voient comme une concurrente, surtout les hommes, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là avant que je ne vienne et qui ne se voient pas au niveau où je suis et qui se disent qu'en si peu de temps, je ne mérite pas d'être là où je suis. Donc, du coup, qu'on le veuille ou non, ça fait un petit pincement au cœur de certains, que je comprends, c'est normal, la jalousie. Donc, c'est un petit frein pour moi, dans ce sens où je n'arrive plus à côtoyer ces personnes-là, comme il se doit. Alors qu'auparavant, on discutait très bien, on était proches, on travaillait. Donc, ça représente une grande chance et en même temps un frein pour moi, dans ce sens où je n'arrive plus à avoir accès à ces personnes-là qui quand même pourraient m'aider, un tant soit peu. Et donc, c'est triste dans ce sens-là où je ne voudrais pas que les choses soient comme ça, mais bon, je n'ai pas choisi. Elles sont telles quelles. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu encouragerais une femme à se lancer dans l'humour? Bon, moi, j'encouragerais les femmes à se lancer dans l'humour, dans ce sens où, si elles sentent, parce qu'il y a une chose, il ne faut pas qu'on se mette à faire des choses juste parce que quelqu'un le fait. Si quelqu'un sent qu'il est passionné par l'humour ou s'il voit quelqu'un qui le fait, qui l'incite, qui lui... Il faut recevoir l'appel. Moi, je dis toujours que j'ai reçu l'appel. Donc, ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. Absolument. Donc, si tu vois... À force de suivre peut-être des humoristes, tu peux prendre goût à la chose et te dire « Ah, moi, je vais écrire des trucs et tout. » Si tu as ça, il faut te lancer parce que je pense qu'une femme humoriste, c'est beaucoup plus sollicité qu'un homme. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, les gars, allez chercher un autre boulot. Ouais. Moi, je les conseillerais de trouver une autre corde à leur arc parce que moi, je suis venue pour tout casser. Et c'est clair, même moi, en tant qu'homme, si j'étais un homme, et j'ai la possibilité de choisir entre une femme et un homme humoriste. Si la femme est bonne, je ne sais pas ce que je vais faire avec l'homme. Ouais. On est d'accord, vous voyez. Donc, je pense que nous, les femmes, nous avons beaucoup plus de chances de percer dans ce domaine-là. D'accord. Et en matière de femmes humoristes, le terrain est encore vierge. Ouais. Même si je suis là. Le terrain est encore vierge quand même. Donc, toutes les femmes qui voudraient se lancer. Il y a de la place, mais pas la première place, parce que tu la détiens. Parce que je ne veux pas être détournée de sitôt. Je ferai tout pour garder ma place. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde peut se lancer là-dedans. Mais quand tu te projettes dans l'avenir avec une vie de famille et tout, est-ce que tu penses que tu pourras trouver l'équilibre qu'il faut
Parce que entre les répétitions, s'occuper des enfants, un homme attentif, parce que j'imagine que pour supporter quelqu'un qui fait carrière dans ça, il faut savoir être patient parce que ça demande de voyager à gauche, à droite, donc il faudra qu'il s'implique un peu plus dans la vie de famille. Tu penses que tu pourras trouver l'équilibre? Personnellement, je ne sais pas encore, mais je pense que je pourrais trouver l'équilibre dans ce sens où tout est question d'organisation. Oui. Si le temps pour la maternité arrive, je pense que je vais devoir couper court à tout. D'accord. Parce que, bon, il faut que j'assume mes responsabilités aussi. Donc voilà, je ferai ça jusqu'à la période où mes enfants seront en âge de pouvoir s'en sortir, peut-être avec un parent ou ils ne seront plus à la période d'allaitement, par exemple. Voilà. En ce qui concerne l'homme, je pense qu'un homme, dans ce domaine-là, c'est difficile qu'un homme accepte sortir avec quelqu'un qui est tout le temps en train de courir dans tous les sens. C'est difficile. Mais il faut la compréhension et la confiance. Si je trouve quelqu'un comme ça, je pense que ça devrait aller. Maintenant, si je ne trouve pas quelqu'un comme ça, je vais le créer. Je pense que tout est question de compréhension. Petite curiosité, comment tu comptes le créer? Si je trouve quelqu'un quand même qui m'aime bien et qui se projette vraiment dans l'avenir avec moi, je pense qu'ensemble, je peux le changer et l'emmener à accepter ce que je fais. Il peut me suivre sur les plateaux s'il veut, par exemple. Moi, je pense que c'est aussi ça l'amour. Soutenir l'autre et tout. S'il a des heures où il ne travaille pas, il peut m'accompagner sur les plateaux. Si j'ai un spectacle hors du pays, il peut m'accompagner. Je pense que c'est seulement comme ça qu'il pourra avoir un minimum de confiance en moi et avoir l'esprit tranquille quand je vais travailler. Donc moi, ça ne me dérangerait pas. À force de le faire, quelle que soit la jalousie de cette personne-là, il va comprendre que quand tu vas travailler, c'est pour travailler. Tu ne vas pas faire autre chose. Absolument. Après, on a besoin d'argent. Hein. S'il aime sa pauvreté, je ne peux rien faire pour lui. L'argent, toujours que des préoccupations. Ah oui. Alors, d'où tires-tu ton inspiration pour les sketchs? L'inspiration pour écrire mes sketchs, je ne veux pas dire que je tire forcément l'inspiration de quelque chose, mais j'écris beaucoup plus sur les questions de famille, mes complexes en tant que femme, par exemple, le travail, quand je vais à l'école. À part ça, les situations de vie que je vis chaque jour. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Mais je n'écris pas spécifiquement sur des thèmes où personne ne m'inspire en tant que tel. Peut-être mon père. Voilà, mon père m'inspire beaucoup, mais pas toujours, mais il m'inspire dans ce sens. Tu lui fais une dédicace dans un de tes sketchs où tu disais que papa ne voulait pas que tu tiennes le micro. Oui, voilà. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez spécial comme être humain et qui me fait rire. Donc, je parle de lui souvent dans mes tests. Voilà. Et il n'arrive pas que maman soit un peu jalouse? Non, ma mère, c'est le prototype de la femme soumise, la femme qui n'a pas son mot à dire. Elle est là. Elle prend tout ce qui vient. Elle ne se plaint jamais. C'est le genre de femme qui ne se plaint jamais et qui m'encourage aussi beaucoup. Elle, par contre, elle a cru en moi depuis le début. Et c'est même elle qui me filait des sous quand je vais aux répétitions et tout. Donc, elle, comme une mère, quoi. C'est une mère poule qui me soutenait et qui ne se plaint jamais quand même. Exactement. Du coup, quelle est ton opinion aujourd'hui sur tout ce qui est humour et comédie? La question est à prendre sous l'angle du marché, en fait. Comment est-ce que toi, tu conçois le marché? Est-ce que tu penses qu'on peut réellement en vivre? Parce que de mon point de vue, quand on reste à l'extérieur, il y a une question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'ils gagnent en fait? Est-ce qu'ils s'en sortent derrière? Parce qu'après, je pense que c'est la crainte de tous les parents. Hein. C'est surtout ça. Qu'est-ce que la personne va manger si elle se met à faire rire les gens? Donc, quelle est ton opinion? Personnellement, je trouve que le métier d'humour ou de comédien au Bénin, ce n'est pas encore ça. Qu'on soit franc, ce n'est pas encore ça. Je ne veux pas faire de comparaison, mais si c'était à l'extérieur, par exemple, je prends la Côte d'Ivoire par exemple, après mon retour de la Suisse pour le Montreux, je suis sûre qu'il y aurait eu un tapage, des cadeaux à ne point en finir, de l'aide de beaucoup de ministères. Ils auraient pris le truc beaucoup plus il aurait eu beaucoup plus d'engouement. Par rapport au retour et à l'effet que cette victoire a créé. Voilà, donc je pense personnellement que l'humour ici, la comédie ici, ce n'est pas encore ça. Les gens n'y taillent pas encore trop d'importance. Et quand tu vas par exemple à des prestations
Tu finis, on te dit, ah, est-ce que tu as mangé, tu as bu? Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour qu'on me paie. Exactement. Mais eux, c'est beaucoup plus ça. Bon, tu vas parler juste, non. Pourquoi on va te payer, en fait? Même si vous avez discuté d'un prix avant, la personne conçoit que tu vas parler juste pour parler, quoi. Toi, tu viens pour discuter, juste pour faire rire les gens, non. Qu'est-ce qu'il y a de sérieux dans ça, là, pour qu'on te paie encore? Donc, leur question principale, c'est est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bu? Il faut boire, hein. Au moins ça, quoi. C'est leur manière à eux, en fait, de te rémunérer, alors que ce qui intéresse beaucoup plus, c'est l'espèce. L'argent. C'est l'argent. Exactement. Donc, je pense personnellement que ce n'est pas encore ça. N'empêche que si tu travailles réellement, tu vas être rémunéré, mais pas forcément à la hauteur de ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça. C'est le frein qu'on a actuellement. Du coup, si jamais tu avais l'opportunité de changer les choses, quelles sont les quelques petites choses que tu changerais pour améliorer un peu l'environnement de l'humour et de la comédie pour que cela puisse permettre à la personne qui le pratique d'en vivre? D'abord, j'ai comme objectif de créer un comédie club au Bénin. Je vais le faire, Inch'Allah. Et donc, ça permettrait aux humoristes de venir tester leurs blagues parce qu'on n'en a pas au Bénin. Du coup, tu écris un texte, tu restes là. C'est le jour où on t'appelle que tu vas jouer. Risque, c'est pas drôle. Tu vas aller dire ça à qui? Tu n'avais pas joué avant. Donc, créer un comédie club permettra aux humoristes de tester leurs blagues tout le temps, chaque jour. Et en même temps, j'organiserai des spectacles là où ça serait payant. Et j'ai créé des projets pour que l'État puisse quand même nous financer, nous aider à aider les humoristes. Et faire en sorte qu'il y ait une mesure de production que je vais diriger moi-même. Et je prendrai en charge la signature du contrat de certains humoristes. Je pense que si tu as envie de voir un certain humoriste et que tu veux forcément celui-là, et que je te dis 1 million, 2 millions, si tu n'hésiteras pas. Parce que si tu vas ailleurs aussi, on te dit ça. Parce que si ça commence comme ça, les autres aussi vont prendre l'élan. Mais si jusque-là, on appelle un humoriste, on dit, ah, j'ai pas l'argent, c'est l'argent de transport, j'ai 10 000 jets. Tu vas de l'autre côté, on te dit 10 000. Tu vas croire que c'est comme ça. Alors qu'ils valent beaucoup plus que ça. Donc, je pense que ça va venir petit à petit. Déjà, il faut commencer par la création de Comedy Club pour qu'on travaille. Donc, si tu ne travailles pas, il ne faut pas imposer un prix supérieur à ce que tu présentes comme travail. Donc, il faut qu'on travaille vraiment comme ça, petit à petit. Les gens vont prendre goût, s'intéresser à la chose et on pourra s'imposer maintenant après. D'accord. Mais est-ce que tu penses que dans le milieu de l'humour et de la comédie, il y a une solidarité entre les acteurs? C'est comme tout métier. Je ne pense pas qu'il y ait une solidarité en tant que telle. N'empêche qu'il y a des humoristes qui sont toujours au spectacle des autres, qui viennent toujours. Je vois, il y a des humoristes, il y a un humoriste comme Barbosa, je l'ai toujours vu au spectacle de tous les humoristes. Je ne sais pas comment il s'arrange, mais s'il y a 10 spectacles dans la journée, il est sur tous les spectacles là. Ce qui n'est pas le cas de tous les humoristes, même pas mon cas. Donc je me dis que cette solidarité-là n'est pas encore présente, non. N'est pas encore présente dans ce sens où si moi j'ai les moyens par exemple de prendre 5 à 10 tickets pour un spectacle d'un humoriste, je le ferai. Mais le retour ne sera pas assuré. Et moi je pense que la solidarité commence déjà par là. Pouvoir soutenir l'autre quand il a un spectacle, pouvoir aider l'autre. Mais on est toujours dans cette optique-là de « Ah, si je l'aide maintenant, lui va passer. Et moi alors ?» Donc c'est beaucoup plus ça qui domine. Il y a cette cette peur-là, cette béninoiserie qui domine. Qui domine. Parce qu'on n'est pas encore bien, on n'est pas encore performant en tant que tel, mais on ne veut forcément pas que quelqu'un soit plus performant que nous. Donc ça fait que ça nous domine, ça ne nous permet pas d'avancer et de construire de réels liens qui puissent nous permettre de... Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui nous différencie du milieu culturel de la Côte d'Ivoire. Par exemple. Quand tu as quelqu'un qui sort un truc, il y a un tel engouement autour que... Même quand ce n'est pas bon. Même... Tu m'as enlevé les mots de la bouche, que même ce qui est nul, on le pousse. Et ça prend. Et ça prend, en fait. Et ça prend, ce qui n'est pas le cas ici. On espère que la solidarité va naître. Amen. Entre les acteurs du milieu. Alors, on va revenir sur le sketch qui t'a fait gagner le prix Mon Premier Montreux. C'est quoi l'anecdote avec Léa Pouchou, en fait? Parce que quand je t'ai écouté, tu dis que tu t'inspires de ton vécu, de ton quotidien autour de toi. J'imagine qu'il y a une anecdote derrière Léa Pouchou. Oui, Léa Pouchou, ce test-là est venu parce que j'ai une amie avec laquelle je faisais beaucoup de choses, on se fréquentait beaucoup. Et un après-midi, on marchait ensemble.
dans la rue et il y a un gars sur lequel moi je crochais depuis des années. Toute ma vie là, ça se résume sur ce gars-là, depuis l'école. Il est toujours d'actualité? Non. Moi j'ai passé, je ne peux plus rêver sur lui. Ah oui, tu vois. Je lui ai donné l'occasion, il n'a pas saisi. Donc dans le temps, on marchait et j'entends, je me retourne et dis, c'est pas toi. C'est celle qui est en forme là qu'on appelle. C'est là l'amitié là s'est arrêtée. C'est là l'amitié là, ça a pris un coup en même temps. Je ne pouvais plus la voir comme avant. Et c'était pas la première fois. Ouais. Tout le temps qu'on marche ensemble, quand on vient sur un lieu, tu entends, ah, toi tu es en forme. Mais j'ai l'impression que moi je n'existe pas. Tout ce qu'on dit là. Il y a une sorte de racisme qui s'installe par rapport, une sorte de discrimination qui s'installe par rapport au physique. Oui. Et moi, je me sens vincée. Tu te sens vincée. Et je suis frustrée chaque fois. Donc, pour ne pas être frustrée jusqu'à atteindre la méchanceté, devenue sorcière inutilement, là, je me suis retirée de tout le monde. Si je ne marche pas avec toi, est-ce qu'on va voir? Non. Donc, c'est comme ça, c'est parti, cette histoire de Apuchu, là. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent dans le cas, là, où quand tu es peut-être maigre, ou quand tu n'es pas assez attirante, on te le rappelle toujours dans la société, quoi. Tout le temps, on te rappelle ça, tout le temps. Et c'était vraiment un grand complexe pour moi. J'ai tout fait dans le temps pour prendre du poids, mais bon, apparemment, Dieu n'est pas d'accord. Donc, jusque-là, je suis encore au niveau où je suis, quoi. J'attends que Dieu se rappelle de moi. On attendra avec toi la livraison des kilos, alors. Amen. Du coup, quels sont tes projets futurs? Comment tu projettes ta carrière? C'est quoi l'avenir de Khadija? Mes projets futurs, déjà, je prépare mon spectacle qui sera peut-être en juin 2024. Voilà, que je ferai mon tout premier one-man show. Après ça, je ferai une tournée nationale et internationale, si Dieu veut. Donc, après ça, je pense prendre une pause. Oui. Et je ne sortirai que quand le cachet sera vraiment à la hauteur du travail que je fais. Après ça, je peux écrire des spectacles que je jouerai peut-être 1 ou 2 fois dans une année. Mais je vais me concentrer beaucoup plus sur la création de mon comedy club. Oui. Voilà. Et il y a une formation que je veux faire en anglais parce que j'ai toujours aimé aussi être interprète. Oui. Voilà, donc je vais devenir interprète en anglais. Donc j'irai faire la formation au Ghana et prendre le temps qu'il faut. Après, j'irai en Amérique aussi. Parce que l'un de mes plus grands rêves aussi, à part de jouer au Montreux, c'est de faire un spectacle entier en anglais pour un public uniquement anglophone. Donc quand j'aurai atteint ce sommet-là, c'est fini. Je ne pourrai même plus vous saluer dans ce pays-là. C'est fini. Donc j'irai en Amérique et vraiment travailler ça là et revenir au pays. Me focaliser beaucoup plus dans tout ce qui est interprète et l'humour, c'est vrai, mais ça sera relégué au second plan. Donc, si le choix était à refaire, l'humour ou les études, si tu devais refaire le choix? Jusque-là, les études ne me convainquent pas encore. Je vais les faire, hein, oui. Parce que c'est important en tant qu'être humain d'être instruit. Je vais avoir mes diplômes et espérer que quelqu'un m'appelle pour travailler. Voilà. Mais jusque-là, l'humour, c'est la chose dans laquelle je me sens le mieux. C'est la seule chose où je ne vois pas le temps passer quand je suis là. Alors que quand je suis en classe, j'ai l'impression que le temps ne passe pas. Le professeur m'énerve, tout le monde m'énerve. Alors que l'humour, c'est toute autre chose. Je n'aime pas envie que ça finisse. Donc, s'il devait avoir un truc où je devais encore choisir, ce serait toujours l'humour. D'accord. Du coup, on va retourner l'anecdote sur les Apuchu par rapport à toi. Tu préfères un garçon mince ou un garçon Apuchu? Un garçon mince. Oui, c'est le mélange qui est bon. Si la femme est Apuchu, le garçon aussi est Apuchu, ça ne peut pas aller loin. Qui va secourir l'autre s'il y a danger? Non, un garçon mince. Et vous savez, un homme, personnellement, je trouve qu'un homme qui est trop en forme, ce n'est pas bon. Une femme, oui. Mais un homme trop en forme, ce n'est pas les fesses qui sortent, c'est beaucoup plus souvent le ventre, les cuisses, c'est pas beau. C'est pas beau. Je préfère un mec mince. Pas trop mince, hein. Je n'ai pas parlé de sidé. Il faut qu'il soit dans les normes aussi. Faut pas qu'il va... Non. Il faut qu'il soit dans les normes. D'accord. Du coup, pour toi, tu n'es pas obligé de répondre à cette question, hein. Oui. Mais c'est toujours pour voir un peu plus clair dans le milieu. Pour toi, qui sont les humoristes qui ne sont pas talentueux? Akoba. Aïe.
Les humoristes qui ne sont pas talentueux. Oui. Mais tu trouves qu'ils ont tous du talent? Bon, J'estime que si un grand concours a reconnu ton talent, qui sommes-nous pour en douter en fait? que veut le peuple? Mais personnellement, je ne dirais pas qu'il y a d'humoristes qui ne soient pas talentueux. Mais je dirais plutôt qu'il y a des humoristes qui se perdent. D'accord. Parce que quand tu choisis une voie et que tu fais tout et que ça ne marche pas, et tu n'as pas besoin de dessin pour comprendre que c'est pas là où tu dois être ça. Change de voie. Donc, il y a beaucoup d'humoristes qui sont comme ça. Dans le même temps, il y a les humoristes qui écrivent des textes qui ne sont pas forcément trop drôles, mais tu sens une certaine volonté, une certaine envie, et il suffit juste d'un petit déclic pour que on voit tout le talent qui était caché là et tout. Mais il y a des gens, on sait que même avec des centaines d'années, rien, il y aura pas de déclic, rien de bon ne va sortir de là. Mais quand même, ils s'efforcent. Bon, parce que beaucoup viennent à l'humour parce qu'ils pensent qu'il y a de l'argent dedans. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent, c'est plus facile. Et donc, on peut se faire vite de l'argent en étant humoriste. Alors que c'est faux. Donc, du coup, quand ils viennent, ils entrent dedans, c'est difficile de ressortir parce qu'on a déjà vu. Vous savez maintenant qu'ils sont humoristes. Comment ils vont faire marche en arrêt? Donc, c'est beaucoup plus ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont là juste parce que, bon, ils se sont dit, bon, l'humour, ça doit être... c'est beaucoup plus rémunéré que les autres métiers, quoi. Comme en Côte d'Ivoire, les humoristes, je peux dire qu'ils vivent bien de leur art. Donc, beaucoup se disent que, comme en Côte d'Ivoire ici, ça peut être le cas. Alors que ici, quand il y a go ou bien quelque chose quelque part, c'est les chanteurs, on appelle. Et même eux, c'est pas comme s'ils étaient hyper bien payés. Donc, toi qui viens parler juste pour faire rire là, tu vois ton sort. Et viens de poids qui va te tuer. Alors, dans le milieu de l'humour et de la comédie, est-ce qu'il y en a qui t'ont toujours soutenu depuis le départ? Parce que dans mes travaux de recherche, je me souviens t'avoir vu dans une vidéo de Gros et Métis, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'il y en a dans le milieu qui t'ont beaucoup soutenu dès le départ? Dès le départ, je vais dire, celui qui m'a vraiment aidé aussi, c'est Germain Kayode, celui qui m'a emmené à l'humour là. À part lui, il y a Venance Chap, celui qui était le gagnant du concours passé. Il y a également Baba Femelle, qui m'a permis de faire mes premières scènes. Donc voilà, c'est des gens qui m'ont vraiment soutenue. À part eux, ma famille, sur les réseaux pour avoir une petite notoriété. Bon, c'était pas prévu, hein. C'est parce qu'ils m'ont vu dans des vidéos, qu'ils m'ont invité à faire des vidéos avec eux, les Gros Métis. Ils m'ont vraiment aidé, ils ont boosté un peu ma visibilité sur les réseaux. Ils m'ont permis de me faire connaître au grand public. Donc, en quelque sorte, oui, ils m'ont beaucoup aidé. Et c'est des gens qui participent à la communication quand j'ai un événement. Pour le premier Montreux, ils ont vraiment communiqué autour de ça, sans rien attendre en retour. Et je pense que ils n'ont pas fait ça pour quelqu'un. Je n'ai pas vu quelqu'un... En parlant de retour, est-ce que quand vous devez collaborer entre collègues comédiens ou humoristes, vous êtes appelé à vous payer quelque chose ou quel est le mode de collaboration qui se cache derrière? Sur les scènes ou... Que ce soit sur les scènes et au niveau du web. Pour la création des contenus, en tant que collègue, c'est beaucoup plus sur le déplacement, si tu n'as pas le déplacement. Mais on le fait juste parce que même en tant que web humoriste, c'est pas comme s'ils étaient vraiment pleins d'audace. C'est quand ils arrivent à fructifier leur page, à monétiser la page, qu'ils perçoivent un peu de sous. Je vois. Sinon, après cela, on le fait juste pour pouvoir se faire connaître et pour pouvoir quand même avoir une certaine visibilité et vendre nos produits, vendre ce qu'on est vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment de rémunération. Bon, personnellement, je n'ai pas encore reçu de rémunération en ce qui concerne les collaborations sur le web. Maintenant, en ce qui concerne la scène, si j'invite un humoriste à venir prester sur ma scène, je lui paie. D'accord. Ce n'est peut-être pas le cachet qu'il faille que je lui paie, mais je lui paie quand même un minimum parce que c'est de ça qu'il vit. C'est de ça qu'il vit. Donc, en tant qu'humoriste, quand on s'invite sur nos scènes, on paie quelque chose, forcément. D'accord. D'accord. Kadi, merci de nous avoir consacré de ton temps. Tu as un mot de fin pour tes fans et pour tous qui sont appelés à voir cette interview? Alors, à l'endroit de tous ceux qui vont nous suivre ce soir,
je leur dirais merci. Merci pour la force, merci pour l'amour, merci pour la considération envers ma petite personne. Et je promets de beaucoup travailler parce que ce n'est pas encore ça, je sais. Je promets de travailler, de redoubler d'ardeur afin d'être meilleure et d'être à la hauteur de leurs attentes. Donc, merci Kadi, c'est un plaisir d'avoir discuté avec toi. Tout le plaisir a été pour moi. Voilà. Nous voilà à la fin de cette interview. Nous avons reçu Kadi. Nous nous sommes rendus compte que c'est une personne formidable. On lui souhaite beaucoup de bonheur et de réussite dans sa carrière. On vous espère nombreux à visionner, à liker, à partager et à commenter. À bientôt pour un prochain épisode.